Alors, tout d'abord, un avertissement que vous pouvez refuser, Céline. Outre mes propres questions, il y a celle qu'on m'a demandé de vous poser online. Ah d'accord. Et j'ai proposé de faire le passe-plat avec votre public plus large que celui des Utopiales. Voilà. Alors, vous n'aimez guère les biographies, j'ai cru comprendre. Hein, et alors, on va s'en tenir à ce qui est officiel. Vous avez fait des études de philosophie, vous avez été libraire, puis vous avez écrit, et nous voilà cet après-midi. Voilà. C'est bien, non? C'est très bien. Cool. C'est bon. ça. Alors, notamment, justement, et là on arrive à la question internautienne, R, votre premier roman édité. Donc l'internaute me disait, je l'ai cherché désespérément, je n'ai jamais réussi à trouver quoi que ce soit dessus. Est-ce que vous pourriez nous parler de R? Parce que moi non plus je ne l'ai pas lu, donc je serais ravie que vous nous parliez de R. Bon, ben voilà, qui nous ramène à l'Antiquité quand même. Eh ben oui, je peux en parler de R. C'est une déambulation d'un narrateur qui a lu Rousseau et qui s'est proposé de refaire en fait le trajet de Rousseau entre Vevey et je sais plus quoi, par les GR et pas les GR d'ailleurs, parce que il doit quand même grimper et passer à travers toutes les Alpes. Et donc c'est comme un journal de bord de ce type qui marche sur les traces de Rousseau quelques siècles après, et qui rencontre quelques individus, dont un éplucheur de patates perfectionniste, qui épluche la patate de façon à ce qu'il n'y ait absolument aucune arête. Et c'est ce dont je me souviens. Et c'est à peu près tout. De toute façon, il ne se passe pas grand-chose. Il est vraiment sur ce GR et non GR. Ça part d'une relecture de Rousseau, en fait. Et oui, il rencontre une fille qui marche les mains dans les fouilles et qui lui réapprend à marcher ou à marcher autrement. Franchement, je me souviens plus de la fin. De toute façon, les fins chez vous, c'est pas très Non, important. En fait, il n'y en a pas, donc c'est normal que je m'en souvienne pas. Oui, il y a un peu de poésie avec des flèches et c'est tout sur la physique de la marche en fait, ou la physiologie de la marche et ses variantes bipèdes ou non bipèdes. C'est vraiment tout autour du mouvement du corps. Et du coup, la recherche de la patate ronde mystique... Elle n'est pas mystique, hein, je sais plus tellement ce qui le motive, mais c'est vraiment cette histoire d'arriver à peler sans trancher. Waouh! Ça ressemble à l'écriture, en fait. Peler sans trancher? Oui, des fois, ça tranche, l'écriture, non? Oui, mais au moment où on l'écrit, peut-être pas. C'est le moment où on le lit où ça tranche, non? Enfin, je sais pas. Oui, je sais pas. J'entends que lectrice et écrivain, et que là, je réagis. Toujours l'impression que quand on aborde un sujet, on essaie de l'avoir dans sa globalité pour que, quelque part, il finisse par frapper le lecteur en pleine figure. Et c'est à ce moment-là que ça tranche ou que ça peut tracasser le nez, mais c'est pas au moment. Il me semble que c'est pas au moment de l'acte de l'écriture. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, ça me fait penser à, effectivement, si on veut écrire quelque chose de très violent ou de très en colère, il faut être très calme. Il faut être très lent, d'une certaine façon. Plus l'action ou la phrase est vive, plus presque c'est l'inverse dans l'acte de la formulation, de la rédaction. C'était votre état d'esprit dans Olympia? Exactement. Exactement, oui. Je pensais précisément à Olympia. Effectivement, Olympia, c'est 1 heure à peu près à l'oral de colère et d'imprécation vengeresse, où la narratrice, ou la diseuse, la gueuleuse, finit par noyer Rome et apporter la peste. Et
Pendant donc 1 heure, elle n'arrête pas de dire sa colère. Et alors ça, c'était vraiment à écrire, c'était difficile parce qu'il fallait tout le temps être dans un état de détachement par rapport au très chaud. Il fallait être très froid avec le très chaud. Parce que quand on est vraiment en colère, on dit des choses qui ne sont pas intéressantes, qui ne sont pas inventives, je veux dire. C'est des réflexes, on retombe dans des trucs complètement ras des pâquerettes et c'est pas inventif. Mais là, il fallait qu'elle déploie quelque chose. Et c'était vraiment un rapport comme ça, oui, où je devais être dans son état, en dehors de son état. Vous avez parlé de lenteur, ça me rappelle quelque chose. Alors, elle est en train de me mettre mon interview complètement en l'air, hein. Je tiens à le dire, mais c'est pas grave. Voilà, ça me rappelle. Il y a une de vos histoires dans Plasma qui est d'une lenteur formidable. Oui, celle de l'homme dans l'arbre. C'est un homme. L'homme arbre. C'est la question du temps, du coup, dans Plasma. On va sauter d'Olympia à Plasma. Tant pis, on va le faire à la Minard. Ouais, voilà. En éclatant tout. Donc, cet homme qui... Le temps, pour lui, j'ai l'impression qu'il s'étire indéfiniment avec celui de l'arbre. C'est un autre temps, c'est pas un humain qui est dans l'arbre, mais bon, ça pourrait. Et il est à une vitesse qui n'est pas celle de l'humain, qui n'est pas tout à fait celle de l'arbre non plus. Il est un peu plus rapide, pas beaucoup plus rapide, mais il est un peu plus rapide et il essaie d'être en conjonction avec le temps de l'arbre, en tout cas d'être en accord le plus possible. C'est quand même un mammifère et il est pendu à une branche, un peu comme une autre branche ou un peu comme une grosse feuille. Il est vert. Un fruit ? Ouais, non, je pense que c'est une feuille. Pour moi, c'est plutôt une feuille, oui, non, mais une belle feuille. Oui, une feuille en volume. D'accord. Une feuille. Et il est lui-même plein de parasites, donc il abrite aussi un monde, dont des bestioles volantes qui sont tellement bien dans sa fourrure qu'elle laisse tomber les ailes et qu'elle reste là. Et il est effectivement dans cette lenteur qui n'est pas géologique, qui est presque celle de la pousse de l'arbre. D'accord. Et il est ce que nous dirions, pour nous, il est à l'envers, c'est-à-dire qu'il est accroché, la branche est comme ça et lui, il est comme ça. Vous voyez ? Comme la figure du pendu dans le tarot ? Un peu ? Non, pas tout à fait. Non, plutôt comme un paresseux. Ah, d'accord, ok, je vois mieux, oui. Donc il y a toutes les griffes sur la branche qui tiennent à peine, qui serrent à peine. Il économise tous ses mouvements. Il mange très lentement, très peu, parce qu'il digère très lentement. Et donc, une fois par an, ou une fois tous les 6 mois, il descend pour chier. Et c'est une grosse aventure. Parce qu'il ne sait pas s'il va remonter, s'il ne va pas y avoir un prédateur. Ça fait beaucoup de mouvements tout à coup. Bon. Mais c'est quand même un personnage qui tient le ciel et la terre à travers l'arbre. Donc c'est un élément cosmique important. Oui, clairement. Oui. Et puis ça convoque énormément de figures mythologiques de toute façon. Ça me rappelle un roman, mais je ne suis pas sûre de mettre le doigt dessus. Un roman italien. Si je dis Italo Calvino et Plasma, je dis une bêtise ou je dis pas une bêtise ? Pas du tout. Ouais, non, c'est bien. Non, alors effectivement, au début de Plasma, quand j'ai commencé la première histoire, je me suis dit, avant que je commence la première histoire, je me suis dit que j'essaierais bien de faire Si par une nuit d'hiver un voyageur. Vous savez, ce livre qui n'est constitué que de débuts et de digressions de début et de débuts digressifs et de... Hop, c'est un labyrinthe de débuts. Et j'avais envie de faire quelque chose comme ça, mais avec que des fins. Alors, évidemment, c'est le mouvement inverse, et en fait, pas vraiment. Mais des fins qui tomberaient les unes dans les autres, ou qui rebondiraient. Une fin rebondirait dans une autre, déclencherait une autre fin, ou ferait écho à une autre fin. Et pas tant d'encastrer, tant
tellement, mais de faire comme un parcours de domino, mais avec des fins qui soient en fait une même fin finalement, ou une même orbe de fin, une même ligne de fin. Mais que ce soit dans Plasma ou dans, je crois, tout ce que j'ai lu de vous, il n'y a pas de fin en fait. On arrive à un moment où on peut supposer un moment de bascule, de suspension au bord de la fin. On peut supposer ce qui va se passer derrière. Je pense par exemple à Faillir être flingué ou dans Kata. Dans Kata, c'est particulièrement clair. Et où, pour moi, peut-être la lecture est toujours quelque chose d'extrêmement intime, mais ça pourrait basculer dans un sens. On sent que c'est plutôt celui-là, mais c'est pas sûr à 200% que ce sera celui-là. Alors, en particulier, la mort du gars qui cherche les papillons dans Plasma. Là, on est... vous le tuez. Ça paraît clair que vous le tuez. Mais c'est pas si sûr que ça. Il est mal parti. Quand même. Oui, il est mal parti. Il est dans son ambulance et il y a un moment où je crois qu'il y a le mot dernier qui apparaît dans une des dernières phrases, mais malgré tout, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Il peut se passer plein de choses dans l'ambulance, en fait. Oui, mais enfin là, effectivement, là, il y a quand même dans cette histoire-là, Casino Baldo, ça parle de fin, ça parle d'extinction et ça parle de disparition irréversible, effectivement. Et c'est un peu une figure nabokovienne, ce personnage-là. Et il découvre dans ses fiches sur les papillons que certaines fiches se sont effacées. Et certains papillons ont disparu, papillons des fiches, quoi. Comme c'est un collecteur, un chasseur et un collecteur, un entomologue qui est très obsessionnel, évidemment, il vit mal l'effacement de l'encre sur ses fiches et il le vit comme un signe pas comme un signe, mais comme un fait de la disparition réelle des papillons. Les deux disparaissent en même temps, en fait. Et évidemment, là, c'est à la fois la scription, la littérature et l'entomologie concrète qui sont tellement liées dans la figure de Nabokov que voilà, tout disparaît en même temps. Et constatant ça, lui-même n'est pas loin de disparaître. Oui, mais il n'y est pas. Mais il n'y est pas. En fait, je tue très peu, à vrai dire, dans mes livres. Beaucoup, enfin, à part l'humanité entière, mais... C'est pas que ça s'intéresse. Oui, mais ça, c'est rien. Ça, c'est comme dans les films. J'avais un peu oublié. Dans les films de super-héros, quand ils sauvent la situation, ils ont quand même tué 300 personnes en sauvant la situation. Voilà. Donc, bon. Oui. Non, bon, à part dans le dernier monde où effectivement toute l'humanité a disparu, est clairement décédée. Il en reste un qui fait le tour et qui nettoie un peu partout parce qu'il y a du travail quand même. Mais bon, et lui, on ne sait pas comment il finit, puisqu'il finit en rivière ou en rêverie, donc c'est pas très clair. Effectivement, là non plus, il n'y a pas vraiment de fin. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais de fin dans mes livres. Il n'y a pas de fin décisive en fait. Et d'ailleurs, dans Bastard Battle, c'est écrit que déjà l'histoire ne finira. C'est tout le temps repris, rejoué, réagencé. Et de la même façon qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'inédit. Et il n'y a pas d'originalité d'une certaine façon. Oui, toutes les histoires ont déjà été contées, quelque part. Oui, mais pas dans le même ordre. Ça. Oui. Et alors du coup, dans Faillir être flingué, par exemple, la fin n'en est pas une, mais on est content. On arrive en fait à une espèce de contentement dans Faillir être flingué, où d'ailleurs vous ne tuez personne, sauf un ou deux. Le père peut-être. Non, pas le père. Non, justement non. Oui. Non, logique. Trop facile. Non, mais il y en a un qui meurt, ouais. Je me disais un truc là. C'est
Dans les westerns, dans les histoires américaines de fils et de père, il y a toujours ce conflit oedipien terrifiant que vous avez reconvoqué là-dedans, et d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas du tout, en fait, dans l'histoire de Zébulon, qui était quand même un personnage très, très posé, et qui va dire la vérité une fois devant Zeus, quelque part, et qui va tout perdre parce qu'il dit la vérité une fois, ce qui est absolument magique et magnifique. Donc, vous ne tuez pas grand monde. Et où est-ce que j'allais, là, moi? C'est pourtant un western. Et voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais pourquoi oui, c'est ça. Pourquoi avoir pris cette figure mythologique-là du combat du fils contre le père? Mais je crois que je l'ai prise et que je l'ai noyée aussi. Beaucoup, oui. Il y a quelque chose comme ça, que voilà, ce grand trope, effectivement, de la littérature américaine et pas seulement, m'intéresse pas vraiment. Mais elle peut en faire partie. Elle va se retrouver presque. Bon, c'est un peu le final. Mais il n'est pas si important que ça par rapport à tout ce qui s'est passé avant. En relation avec tout ce qui s'est passé avant, c'est une histoire de plus qui n'est pas... Voilà, qui va marquer une possibilité d'un début aussi. Un début qui arrive à la fin et que je ne développe pas. Or, il y a vraiment la fin d'une époque quand se clôt... faillir être flingué, puisque c'est presque une utopie en suspens d'une fondation de ville non fondée, c'est-à-dire sans fondation, sans rien en dur, et quelque chose qui est encore très temporaire, très fragile, très interindividuel, même s'il y a un début de ville champignon. Voilà, c'est aussi fragile et rhizomatique que cette histoire de champignons et de mycélium, enfin de rhizome plutôt, et voilà. Et l'histoire du père vient à la fin presque peut-être résoudre les raisons, ou dissoudre les raisons du départ de chacun, en fait, de leur exil, et constater que c'est pas une si grosse affaire que ça, et on peut passer à autre chose. Vous avez vu Cowboy extraterrestre comme film? Non. C'est juste un navet abominable, ne le faites pas. Mais donc c'est une histoire de science-fiction western où il y a cette espèce de conflit entre le père et le fils. Le père est d'une extrême rigidité, le fils un peu mou, un peu là. Et surtout, ne le prenez pas mal, parce que j'ai pensé immédiatement. Je me suis dit, mon Dieu, mais là, Céline, elle réussit là où ce tas de naze a totalement planté le truc. Voilà. Et là, ça nous ramène à la science-fiction. On va passer au thème des utopiales, tenez. Parce que une des raisons pour lesquelles vous êtes là, c'est que vous collez tellement bien avec notre thème annuel cette année, c'est qu'il y a limite. Ouais. Et alors, je vais vous poser des questions à la noix. Hein. Question limite. Voilà. C'est quoi vos limites? Au-delà de 25 km, je commence à tirer la langue. C'est bien. Moi, j'y arrive pas. Mes limites en littérature, je ne suis pas sûre d'en avoir tant que ça. Enfin, j'en ai évidemment, mais par exemple, inventer une langue complètement, c'est hors de ma portée et je ne trouverais pas ça passionnant. Mais il y a une langue dans Bastard Battle, c'est la vôtre? Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai... C'est la mienne dans chacun, c'est la mienne. C'est oui, pas la bien, mienne, forcément, enfin, mais... La langue, c'est à personne aussi. C'est vraiment... Pour moi, c'est une matière. C'est vraiment une matière. Elle a plein de formes différentes. On peut lui donner plein de formes encore différentes. C'est vraiment un travail matériel. C'est beaucoup moins abstrait que vers quoi mes études de philo auraient pu m'amener. C'est même complètement à l'inverse, parce que j'ai plus un rapport de patouillage ou de... pas de sculpture, hein, mais ou de chimiste à la langue, au langage, que d'abstraction. Mais les limites avec les formes, avec les genres, avec... j'en ai pas... Ouais, ma limite, c'est la langue française.
Pas tant que ça, parce que dans Bastard Battles, il n'y a pas que de la langue française. Ouais. Et Oui, mais on l'identifie quand même à peu près comme du français. certes. Mais il y a une musique particulière qui fait que, particulièrement là, il y a une. Ça m'a rappelé beaucoup. Alors, un roman qui était plutôt sympa, mais qui n'était pas d'une grande portée littéraire, c'est les romans médiévaux de Merle, où il avait réinventé clairement une langue médiévale qui n'avait jamais existé nulle part, qui, à première vue, faisait médiéval. Mais c'était du modelage. Vous avez dit patouillage, c'était du modelage chez lui. Et alors, quand j'ai lu Bastard Battle, je me suis dit, mon Dieu, là, c'est encore plus rigolo parce que là, il y a des mots anglais. Là, il y a des mots d'ailleurs. Il y a des mots que j'ai pas réussi à identifier qui sont peut-être votre invention. Je crois pas. Il y a des mots d'allemand aussi. Voilà, c'est là que ma culture s'est effondrée. Oui, mais en fait, il y avait un mélange au XIVe, XVe siècle. Il y avait un mélange de langues dans ces troupes. Dans ces troupes de bâtards, il y avait de l'espagnol, il y avait de la langue franque, il y avait un tas de trucs. Donc c'était une occasion de faire un peu exploser les limites du français aussi, en disant bon, tout ça. C'est du français. J'ai même pensé à un instant que l'anglais, c'était de l'ancien français. Et oui, quelque part. Il y a une partie qui a quand même été transportée par Guillaume le Conquérant et ses copains. Donc, ils se sont mis à parler un truc. Un truc, oui. Voilà. Ouais. Mais c'est pas non plus... Évidemment, c'est complètement trafiqué. C'est pas de l'ancien français correct du tout. Je me souviens mal de mes études d'ancien français, c'était pas ma matière préférée du tout. Mais dans mon souvenir, c'était pas un truc fixe. C'était même ça le problème. Oui, mais c'est ça qui est génial, parce qu'effectivement, dans un même texte, même dans Montaigne, on peut trouver plusieurs graphies d'un même mot, et c'est pas écrit de la même façon. Donc on était plus cool quand même avec certaines règles. J'avais des profs qui se battaient pour les traductions entre eux. Ah, t'as pris je me faisais dire en classe, en arrivant avec ma copie, ah, t'as pris la traduction de machin. Non, mais c'est un con, il ne comprend rien. Il a jamais su. Et de l'autre côté, on avait la même. Tu vois. Et alors, du coup, c'est quoi le bon mot à la bonne époque? Il n'y en a pas, en fait. Oui, il n'y en a pas, oui. Ça bouge. Mais ça, c'est super. Ça veut dire que c'est très vivant. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fixé. Donc, j'ai joué avec ça, avec cette mobilité. Et puis, avec la possibilité de faire des répétitions. En ancien français, ça sonne toujours très, très bien. En français moderne, c'est beaucoup moins admis. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est lourd souvent, alors qu'en ancien français, ça résonne au contraire. Excuse-moi, parce que dès que tu es dans l'anaphore, tout de suite tu deviens lourd et pédant et en train de vouloir être président de la République, et là ça va plus. Voilà. C'est mon interprétation de la chose. Ouais. C'est l'évolution de la langue et puis de la façon dont on l'entend aussi. Et donc, avec cette matière-là, avec cette base très souple et très non fixe, en fait, j'ai beaucoup joué. J'ai beaucoup joué avec les rythmes et avec les insultes et des choses comme ça, quoi, avec les accélérations aussi. Entre les insultes de Bastard Battle et celles d'Olympia, t'as un côté Shakespeare quand même. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. Mais c'est un terrain de jeu assez intéressant, l'insulte ou l'injure, quand elle est construite, elle est forcément très poétique en fait, et très inventive. Puisque c'est une histoire d'énergie, c'est l'énergie qui doit passer dans l'insulte, l'énergie négative, mais c'est souvent drôle en fait. Et ça, pour les insultes dans Olympia, j'ai fait des enquêtes auprès des Italiens qui ont des formules génialissimes. C'était quand tu étais à la Villa Médicis que tu as écrit ce texte, il me semble. Pardon, je me suis mise à vous tutoyer, excusez-moi. Je suis un peu déstabilisée en fait. Et on va changer de braquet. À propos d'Olympia, parce que moi c'est mon préféré, j'avoue. Ah oui? Bah oui, j'ai un faible pour les femmes en colère. Je ne sais pas pourquoi. Et elle meurt empoisonnée, en vrai, la vraie Olympia,
Sans doute. Ouais. Elle meurt de la peste, en fait. C'était ça le truc. Elle meurt de la peste qu'elle a. Donc, mon hypothèse. Dans ton hypothèse, oui. Non, 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 elle meurt de la peste. Ah, j'ai des hypothèses selon lesquelles elle a été empoisonnée par machin, là, le type qui a... Celui d'après je sais plus son nom. Il aurait donné des poisons à la Brinvilliers après. Ah bon? Ouais. Bon, il y a peut-être plusieurs versions de sa mort. De toute façon, une De toute papesse, façon, elle ouais, voilà, va rester on très... va se raconter plein de choses sur sa Ouais. mort, sa vie et le reste. Ouais. J'étais tombée d'ailleurs sur un bouquin qui racontait sa vie comme si c'était une courtisane, écrit par un abbé sûrement de très bon goût. Donc voilà, mais je ne l'ai pas lu celui-là. Hein. J'ai juste vu passer, je me suis dit, mon Dieu, ça doit être quelque chose ça. Mais j'ai vu passer la version selon laquelle elle est empoisonnée par le maître empoisonneur italien. D'accord. Qui se fait jeter en France une fois qu'il y va, parce qu'il se méfie quand même, les Français. Ouais. Ouais. Non, moi j'avais gardé cette histoire de peste. En source, c'était plutôt sérieux comme hypothèse de. Et d'ailleurs, je me suis dit, eh bien, voilà, elle meurt de la peste assez peu de temps après avoir quitté l'exercice du pouvoir, puisque son pape Pantin est mort. Son pape. Et donc, je me suis dit, en fait, elle est morte de la peste qu'elle a envoyée sur Rome. Enfin, ça, c'est mon hypothèse, hein, parce que je ne suis pas sûre qu'elle ait piqué une telle gueulante en voyant mourir Innocent X. Non, mais on peut l'imaginer. Oui. Hein. Moi, j'ai bien aimé l'imaginer. Oui. Et alors, j'avais rencontré dans un truc une lecture après une table ronde, des gens qui m'avaient dit que la femme avait lu au mari dans la cuisine tout Olympia. Et je me suis dit... Elle lui en voulait beaucoup, peut-être. Oui, t'es mort de rire en me racontant ça, mais qu'il avait passé un moment spécial. Oui. Non, mais les jeux érotiques entre les couples sont parfois un peu curieux, faut bien avouer. Voilà. Dans Kata, il y a des illustrations d'où elles sortent. J'ai cherché qui était l'auteur et j'étais vaguement marqué, oui. Et c'est Scomparo. c'est Scomparo, d'accord. C'est la même artiste qui a fait les images pour les Halles aussi. Oui. On a travaillé plusieurs fois ensemble et 2 fois sous cette forme-là. Mais les Halles, j'avais écrit ça. On avait écrit et elle avait dessiné ou peint en même temps. C'est-à-dire, je faisais une page, elle faisait une page. Tac, tac, tac. Et Kata, on n'a pas fait comme ça. J'ai écrit tous les textes et elle a fait les dessins après. D'accord. Et les pierres ? Et les pierres, et les chevelures. Ça sort vraiment de toute une tradition japonaise. Comme Kata est complètement inscrit dans à la fois le sabre, la voie du sabre, mais de façon très rigoureuse. Hein. C'est vraiment les 10 katas que toutes les écoles de Yai partagent. Et les dessins et les peintures sortent vraiment des chevelures des geishas ou des chevelures des femmes japonaises de l'époque Edo plus précisément. Et puis... j'ai vu qu'il n'y avait pas d'hommes. Non. C'est pas des chignons d'hommes, c'est pas des chignons de samouraïs. Il doit y en avoir un peu, oui. Mais j'ai vu que des femmes. Mais alors c'est peut-être moi, j'ai vu que des femmes. Oui, mais c'est plutôt des coiffes féminines, effectivement. Et des galets avec des personnages ou des galets avec une tsuba, la garde de l'épée, enfin, du sabre. Voilà. Et donc, ton travail par rapport au graphisme, c'est super important. Je le retrouve dans presque tous tes livres d'une certaine façon. Parce que... Je sais pas si c'est... Parce que c'est vraiment... Je travaille pas avec des images... réel, je dirais. Je travaille avec des images mentales évidemment, je vois et je sens tout ce que je décris ou écris, mais c'est jamais des tableaux. C'est beaucoup plus diffus. Oui, c'est moins simultané, c'est moins dessiné, c'est parfois un peu plus délié. Et c'est vraiment plus
un parcours dans une forme d'image mentale. C'est l'espace du texte, l'espace littéraire. C'est particulier pour moi, c'est pas lié au graphisme. Le graphisme, c'est une autre façon de faire saisir un paysage intérieur aussi, qui devient, voilà, qui apparaît. Mais c'est pas du tout le même mode d'apparition. Vous voyez? Donc je peux voir des images, je peux distiller des images, ou des images fixes ou des images mobiles, mais de toute façon, c'est quand même... Ça rentre dans un espace, pas forcément de mots, hein, mais d'images intérieures, quoi. Là, du coup, mon esprit qui est en mode le singe saute de liane en liane, ça m'amène à la chasse sauvage, enfin au hall. Et là, il y a aussi énormément d'images. Comment ça t'est arrivé, la chasse sauvage? Bah, c'est la chasse sauvage. Bah oui, c'est en fait, tout ce que tu racontes là, pour moi, ça s'appelle la chasse sauvage dans ma mythologie à moi. D'accord. C'est quand, pour une raison quelconque, un être humain qui a fait soit une connerie, soit qui s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, est emporté dans les cieux pour tout jamais. Et va régler un truc, soit ne va jamais le régler et restera dans les cieux et inquiétera tout le monde. Ça, c'est le mythe de la chasse sauvage. Alors, il y a Arthur, il y a ceux dont tu parles, là, ceux dont George Sand, auquel elle faisait allusion, et il y a ceux que tu racontes, qui, pour moi, sont dans cette espèce de grand continuum de la chasse sauvage, une espèce de mythe presque archétypal qu'on retrouve un peu partout, en fait. En tout cas, en Europe, mais que j'ai trouvé aussi en Amérique du Sud et dans des endroits où il y a des gens qui partent dans les cieux et qui ne redescendent jamais parce que les chasseurs y sont. Et alors, dans mon sud-ouest, on dit que c'est les oies sauvages, en fait, quand elles passent. D'accord. Voilà, qui ont vraiment des bruits très inquiétants. Oui. Les oies et puis les grues. Alors, les grues, c'est pire. Donc, du coup, je sais plus ce que je voulais te dire. Ah, la chasse-galerie, là, voilà. Bah, les halles, c'est ça, hein, c'est le passage de toute une armée fantôme qui se transforme en défilé de yokai divers et variés, où plusieurs cultures sont mêlées et défilent de façon plutôt menaçante, effectivement. Enfin, ça va de Charles Quint passe avec ses chevaux et ses chiens, et puis on finit par les yokai chauves avec un bol d'eau dans la tête, et différents bestiaux monstrueux, plus ou moins monstrueux. Ça, c'est une emballée poétique. Enfin, ah oui. Effectivement, ça part de relevés de fientes d'oiseaux au sol, qui ont des formes un peu bizarres, mais qu'on peut animer. Ça, c'était le travail de la plasticienne Scomparo, qui a commencé à détacher du sable ces fientes d'oiseaux, et donc évidemment, je me suis mise à les faire parler, à les faire piapiater même. C'est un truc qui doit se lire à toute vitesse pour être suivi, parce que sinon on se dit oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est juste ça piapiate, ça pépille, et puis c'est des demi-oiseaux et qui vont amener le lecteur à voir en fait le passage de la chasse-galerie, la chasse sauvage, effectivement. Parce qu'il évidemment, il y a un sorcier qui est mort il n'y a pas longtemps, donc il passe pour dire bonjour, au revoir, enfin, et l'emmener. C'est ton passage en fantaisie, finalement, quelque part. Tu nous avais fait de la SF, tu nous avais fait du polar, tu nous avais fait du film de casse. Du film de casse, oui. Ah, ouais. Et ça y est, c'est la fantaisie. Oui, pourquoi pas. Et c'est quand les films de vampires? J'aime pas trop ça. Ah, alors, pourquoi? Ouais, je sais pas, j'ai un rapport au sang qui est pas tout à fait, je suis pas à l'aise avec ça, ou à l'injection, tout ça, j'aime pas ça. Mais puis je fonctionne pas vraiment comme ça en fait pour écrire. Non, je crois que c'est pas maintenant ça. C'est le coup du genre en fait, c'est ça. Mais le coup du genre, oui, il m'échappe un peu le coup du genre, parce que justement, c'est plutôt, j'ai pas beaucoup de limites comme lectrice, et
par conséquent, j'ai pas beaucoup de limites comme écrivaine. Mais il y a des choses qui m'attirent plus ou moins. Mais bon, je sais pas, quand j'ai essayé de lire Dracula, je crois à la fin du premier chapitre, j'ai failli tomber dans les pommes. Je me suis dit, bon, c'est peut-être pourquoi pas la peine. Est-ce que tu t'ennuyais Non, non, pas du tout. Bah, quand on s'ennuie, on baille. Hein. Alors non, ma grand-mère s'endormait d'un coup et elle tombait dans les pommes. Mais chacun son truc. C'est une grande lectrice très active alors. C'est juste qu'elle ne supportait pas qu'on l'ennuie. Donc elle s'endormait d'un coup. Ce que je trouvais absolument génial et un peu désobligeant aussi, des fois. Il suffit de fermer le livre. Ce que j'ai fait avant de tomber dans les pommes. Et donc, non, ouais, ça, c'est pas des... Mais le genre ne m'intéresse pas. J'aime pas beaucoup les classifications en général. Et de moins en moins, d'ailleurs. Et pour tout un tas de sujets, y compris la classification des êtres, des mammifères, des animaux, des extraterrestres. Et je me dis que ce serait peut-être bien de laisser ou de regarder la relation plutôt que la case. Voilà. Ah. Oui, mettre les gens dans les cases, mettre les choses dans les cases, mettre les êtres dans les cases, c'est un problème. En tout cas, ça, c'est pas intéressant. Et je pense que c'est plutôt ce qui se passe entre les cases, dans l'espace entre, et puis les circulations d'une case à l'autre qui rendent la chose beaucoup plus pertinente. Le flux, donc le mouvement. Le mouvement, le déplacement. La suspension. La rencontre. Et le trapèze dans le cosmos. C'est ça. On y revient toujours, en fait. C'est ça, plasma, en fait. Le trapèze dans le cosmos. Le déplacement. Oui. Oui, bien sûr. Moi, c'est l'explosion aussi, plasma. C'est vraiment l'éclatement d'un monde homogène ou unifié. C'est encore des bouts du même monde à différentes époques et à différentes densités, je dirais. Mais c'est quand même tout à fait explosé. Il y a des liens, des relations qui sont assez subtiles, assez fines, assez vaporeuses, mais il y a des échos, il y a des objets qui se retrouvent d'une histoire à l'autre. Et là, en fait, la situation est toujours la même. C'est une situation de suspens, effectivement, de chute ou de suspens. Oui, même tes trapézistes, ils s'arrêtent à un moment. Oui. On ne voit pas la fin de la chute. De la courbe. C'est ça. Oui. On reste à l'apogée, un peu comme Olympia, parce que justement, cette prise de parole, pour moi, c'est vraiment l'apogée de son pouvoir. C'est là où elle est la plus puissante. Et c'est là où elle est au bord de tomber. Voilà, c'est ça. Ouais. Et après, une fois qu'elle a dit ça, elle est terminée. Ouais. C'est redoutable quand même. Alors, je vais te poser une question du net, pour terminer, parce que je pense qu'après, je laisserai le public nous en poser des questions. Alors, on m'a dit, Hervé Letellier utilise la science-fiction pour faire de l'oulipo. Et Céline Minard utilise l'oulipo pour faire de la science-fiction. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, j'utilise pas l'oulipo. J'ai horreur des contraintes. Je comprends que ça puisse être un tremplin, justement, que l'appel de la forme et que la contrainte formelle puisse être un tremplin à l'imaginaire et fournisse les amorces de démarrage ou le combustible, le déclic quand même. Plus le déclic que le combustible, je pense, au fait de raconter une histoire ou d'inventer quelque chose en forme d'eux. Mais moi, je déteste la contrainte. En même temps, je trouve qu'on a déjà une énorme contrainte qui est la langue. Il y a plein de règles là-dedans. Il y a plein de règles qu'on peut effectivement contourner, etc. Mais enfin, pour se faire comprendre, ne serait-ce qu'un peu, on est bien obligé de passer par la langue et l'écrivain de passer à la ligne, dans la ligne. Donc ça, c'est déjà une espèce de tour de force, parce que
Enfin, moi, quand je commence quelque chose, généralement, j'ai une masse de trucs, et puis il faut que ça passe par un tout petit entonnoir qui est cette ligne. Donc, j'ai pas besoin de me donner des contraintes plus que ce que j'ai déjà en ayant cette matière à travailler. Et voilà. Donc, non, j'utilise pas l'Oulipo. Super. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je voulais vous poser une question, vous voyant dialoguer l'une et l'autre comme dans deux univers. Quelle est la différence entre le récit d'histoire qu'on fait au contact de l'autre, qui est vivant, comme si on était face à son inconscient, à sa personne, et quand on est face à une feuille, un papier, un dessin ou un ordinateur, où là on a une forme de récit un peu différent. Est-ce que quand vous pratiquez le récit d'histoire, vous le pratiquez avec des personnes et aussi hors des personnes, et qu'il y a une différence dans la manière de raconter? C'est compliqué ça, non ? Parce qu'on est toujours avec l'autre, en fait. Même face à la page blanche, on peut être avec plein d'autres qui sont les lectures, qui sont les discussions qui ont eu lieu face à face ou face à plusieurs, où quelque chose a circulé de l'ordre du récit, pas forcément. Peut-être c'est ça la différence. Peut-être que quand on parle toutes les deux, c'est pas nécessairement un récit qui se développe. Je suis pas sûre. Parce que d'extérieur, on a l'impression qu'une histoire se raconte quand même. D'accord, c'est bien. Il y a un dialogue vivant, et quand on lit un livre, il y a cette ligne et cette entrée dans l'imaginaire de quelqu'un. Pour nous, le spectateur ou le lecteur. Et je me demande si... Mais peut-être que l'écriture, c'est un dialogue aussi. Ça continue à être un dialogue, pas forcément avec le lecteur d'ailleurs, mais peut-être avec les auteurs qu'on a déjà lus. Et que la lecture est un dialogue avec l'auteur qui a écrit. Ça, c'est peut-être ça la similitude, en tout cas, s'il y a une similitude à trouver entre un dialogue entre deux personnes vivantes et se déroulant en temps réel, et le récit que ça peut dégager, et le récit écrit. Oui, je pense que c'est on n'écrit jamais à partir de rien ou à partir de soi seul, ça n'a aucun sens. On écrit toujours à partir de ce qu'on a vécu, lu et traversé et échangé. Néanmoins, quand on écrit, on fait ce qu'on veut. Oui, je veux dire... Vous répondez à ma question pour le coup. Parce que des fois, je me disais que l'auteur, c'est un peu un métier de solitaire, quoi. Alors que quand on est comédien, on est sur scène, ou quand on est conférencier, on dialogue, on est dans une autre dynamique, quoi. Oui, je crois que le comédien est assez seul aussi, paradoxalement. Mais c'est un métier solitaire, mais c'est une solitude très peuplée. Et la communauté idéale, c'est peut-être celle de la bibliothèque. Je ne suis pas très loin de penser ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour et merci. Alors en fait, c'est peut-être plus une remarque en fait qu'une question, mais moi quand j'ai lu Plasma en fait, toutes les nouvelles, j'ai eu à chaque fois l'impression que en fait le récit était une description. En fait, c'était plus une description en fait qu'un récit vraiment d'un moment d'intensité telle en fait qu'il va effacer et brouiller en fait toutes les frontières. Et voilà, en fait, c'était vraiment cette question-là, en fait, de ce moment, en fait, un peu, voilà, d'apothéose dont vous aviez parlé, où il y a quelque chose qui bascule et qui brouille, en fait, qui brouille en fait le reste. Et cette question aussi peut-être du rapport en fait à l'environnement ou du rapport à l'autre des personnages en fait dans lesquels justement voilà cette frontière disparaît en fait, les êtres sont hybridés ou non plus de limites propres. Il y a quelque chose de fort en fait qui se brouille justement dans cette entre les cases, ce qui se passe entre les cases dont vous parliez.
Oui, oui, vous avez raison. Mais après, entre le récit et la description, je ne sais pas ce qui fait la différence vraiment. En fait, je ne sais pas. Théoriquement, je suis toujours très mauvaise. J'écris juste comme je le sens. Mais ce sont effectivement des moments intenses, d'une grande densité, d'une grande intensité. Il y a quelque chose qui est très serré, c'est des noyaux très serrés, comme sont des éclats et peut-être des fragments d'un même truc, ou des sondes, ou des carottes. C'est très riche en informations. Et ça suppose un monde complet. Donc, c'est une métonymie, en fait. C'est une sauce réduite. Et effectivement, beaucoup d'intervenants, de personnages sont hybridés. Certains ne le sont pas, mais ils sont regardés d'une façon un peu différente, donc on peut penser que ce sont des hybrides. Et justement, de brouiller un petit peu la fonction de reconnaissance que le lecteur, qu'on a tous devant une forme, devant l'évocation d'un personnage, qu'elle soit ou une description physique ou une description d'action, on plaque toujours quelque chose. Et s'il y a quelque chose qui m'intéresse de faire, c'est de brouiller cette façon de reconnaître, qui est tellement réflexe, et de cette façon d'arriver à faire repenser ou relancer un mouvement de pensée qui soit un tout petit peu différent au sujet de choses parfois familières. Oui, merci. Ça éclaire bien. En tout cas, ça apporte vraiment quelque chose à ce que j'avais ressenti en lisant, et cette réflexion aussi, en fait, de rentrer, en fin de compte, de réussir à rentrer dans quelque chose de profondément différent, et de réussir, en fin de compte, à le vivre aussi, quoi. Et oui. Pour moi, ça a été très fort. Placement, en tout cas pour moi, ça a été des expériences d'immersion successives dans des milieux différents. Quand je dis milieu, c'est vraiment des matières, en fait. Hein. C'est l'eau, c'est l'air, c'est la terre, l'intérieur de la terre. Et de se retrouver dans ces éléments-là, complètement plongé, c'est-à-dire sans plus de repères habituels, en fait. Et de respirer dans l'eau, c'est quoi ? C'est très étonnant. Et d'être à l'envers, prétendument à l'envers, hein. De voir l'envers comme l'endroit, ça change tout quand même, ça change la perception du monde. Et c'est des exercices de pensée, mais c'est aussi, et surtout, c'est la même chose, des exercices de corps, quoi. Oui, je pense que quand je disais description, c'était plutôt en fait une description un peu anthropologique presque, en fait. Oui. Et c'est pour ça que je pense que j'ai employé le terme description, c'est parce qu'il y a un aspect un peu comme le personnage qui étudie les papillons, quelque chose aussi comme ça, en fait, qui se regarde à la loupe, qui s'observe, en fait, et dont on analyse, on n'analyse pas, mais dont on décrit un peu chaque étape, en fait. Oui. Et on regarde, on cherche à voir, en fait, au lieu de chercher à reconnaître. Effectivement. Merci. Merci à vous. Il parlait d'engagement, votre lecteur il y a 3 secondes, ton lecteur il y a 3 secondes, mais en fait, c'est partout. Tu es dans une perspective que je dirais de l'état du monde. J'ai l'impression. En permanence. Alors dans Plasma, c'est évident parce qu'il y a des mots confinement et des choses comme ça qui sortent. Mais à chaque fois, même dans Olympia, c'est l'état du monde qui moi, me surgit en pleine face. Pour autant, c'est qu'avec Plasma où je me suis dit, là, je fais enfin un livre contemporain, ça va péter. Mais ça pète. Oui, ça pète. Ça pète lentement. Ça pète, mais je suis désolée, mais les femmes en colère, tu sais, c'est vachement contemporain quand même. C'est vrai. Oui, mais là j'avais l'impression d'être en phase avec quelque chose, une prise de conscience, une douleur aussi psychique, quelque chose d'assez explosé justement.
et de traiter ça directement. Alors que jusque-là, j'ai toujours fait des détours, même si c'était pour parler de l'état du monde contemporain, je peux passer par le XIVe siècle, ça ne me gêne pas. Mais là, j'étais vraiment dans une espèce non pas d'adhérence, mais de contemporanéité immédiate, quoi. Oui, je dirais même frontale. Voilà, assez frontale. Et peut-être un peu trop frontale. Pourquoi trop? Non, mais je veux dire pour la réception, parce qu'on est quand même beaucoup, encore, pas mal, dans le déni. Donc... Si tu veux, oui. Mais justement, je pense que... Là, je vais parler en tant que moi. C'est que là, il va falloir leur coller des claques. Hein. Oui, parce que au stade où on en est, il n'y a plus que ça. Parce qu'on est dans le film, tu sais, Don't Look Up. Oui, mais on y est directement. Lorsqu'ils sont capables de nous dire, alors qu'il fait 30, qu'il faut qu'on mette nos maisons à 19, ben, ça va être dur. Oui. Ça va être compliqué. Il faut que je rallume ma clim, c'est ça. Voilà, oui. On est à ce niveau de déni. Oui, oui. Non, enfin, je sais pas, oui. Peut-être qu'ils savent très bien ce qu'ils font, au contraire. Tu vois. Oui, ils s'en foutent. Ils s'en sortiront, eux. C'est ça. Voilà, et pas nous. Moi, je pense qu'il y a des façons d'hybrider la question et de survivre. Alors, je trouve que c'est une super façon de finir la table ronde. On a réussi à pas plomber l'ambiance. Donc, on va s'arrêter là. Et je vous remercie, Céline. Merci.